Merci. Nous reprenons la séance avec l'intervention d'Alberto Romel, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Institut de communication des jeunes médias de l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Sa recherche porte sur la philosophie des techniques, sur l'herméneutique numérique et les imaginaires de l'intelligence artificielle. Il a été déjà dans une autre vie maître de conférence dans une autre université, dont nous avons parlé tout à l'heure, mais on n'en parlera pas. Il a été à l'université de Tübingen en Allemagne aussi, à la Fondation Bruno Kessler comme chercheur aussi. Et il a publié plusieurs ouvrages, dont Digital Habitus, a Critique of the Imagination of Artificial Intelligence. Et il vient de publier un article, un livre intitulé Imaginaire technologique, sorti cette année. Oui. Le titre de son intervention, c'est l'intelligence artificielle générative comme situation expérimentale, certitude symbolique et incertitude matérielle. Oui. À toi la parole, Albert. D'accord. Merci à toi, merci à tout le monde. Alors, je vais tout de suite commencer. Alors, l'idée de cette présentation, si vous voulez, découle d'une idée qui était suggérée dans l'introduction du séminaire, dans le texte que vous aviez fait circuler lors des invitations, lors du début du séminaire, selon laquelle l'intelligence artificielle, et notamment l'intelligence artificielle générative, renvoie à une situation expérimentale. Alors, par situation expérimentale, moi, j'entends un moment où le verrouillage technologique n'est pas encore achevé et où diverses possibilités sont encore ouvertes. Mon hypothèse, si vous voulez, est que cette situation est néanmoins, dans le cas de l'IA générative, tout à fait particulière. Donc, il y a un verrouillage technologique particulier. En effet, il existe un verrouillage technologique en ce qui concerne les solutions techniques et technologiques, leurs producteurs et leurs méthodes de mise en œuvre. Donc là, on assiste en effet à un verrouillage technologique. Or, le verrouillage technologique de l'IA implique des usages expérimentaux, une sorte de, si vous voulez, incertitude sous-jacente qui caractérise notre rapport à l'IA générative. En somme, ce que nous vivons avec l'IA générative, c'est la certitude et l'acceptation de l'incertitude. C'est un peu mon hypothèse. Ma thèse est que cette certitude de l'incertitude est rendue effective par une certaine vision du monde, une certitude au sens de Wittgenstein, que nous avons à l'égard de l'IA. En bref, une sorte de certitude symbolique qui masque de nombreuses incertitudes matérielles de nos utilisations de l'intelligence artificielle. C'est un peu ça l'idée. D'un point de vue ontologique, si vous voulez, l'IA n'est pas seulement un fait technoscientifique, mais aussi peut-être surtout un fait sociotechnique et culturel technique. Donc c'est un fait culturel. Cela ne signifie pas simplement que la société et la culture ont des représentations de l'IA, ou inversement que l'IA a un impact sur la société et la culture, ce qui en soi est assez évident. Cela signifie plutôt qu'il existe un imaginaire social et culturel de l'IA qui est constitutif, au sens de Castoriadis, de l'IA elle-même. S'il n'y avait pas un imaginaire social et culturel de l'intelligence artificielle, l'IA ne serait pas aussi efficace qu'elle est aujourd'hui et de plus en plus. Le paradoxe sur lequel je voudrais insister dans mon intervention, c'est que cette certitude nous conduit à accepter un autre degré d'incertitude dans nos relations à l'IA, dans ses applications dans la société, dans la vie, etc. Donc, il y a une certitude symbolique qui cache des incertitudes que nous acceptons et qui nous acceptons pas dans des autres contextes technologiques. Alors, je ne suis pas intéressé dans ces contextes tellement à explorer les raisons de cette certitude et de l'incertitude. Il me semble toutefois que c'est comme si nous adoptions tous, d'une manière ou d'une autre, une attitude, pour ainsi dire, long-termiste. Le long-termisme est une théorie morale qui donne la priorité au bien-être au long terme de l'homme et de la société par rapport au présent. Il existe deux versions presque opposées du long-termisme. Une bonne version, pour ainsi dire, bien si c'est déjà compliqué, pour ainsi dire, qui sous-tend par exemple l'appel de certains gourous de l'IA à ralentir le développement de l'IA de maintenant pour éviter l'émergence d'une super-intelligence à l'avenir.
une mauvaise version pour laquelle il vaut par exemple la peine de prendre un risque aujourd'hui envers l'IA en l'appliquant à des domaines sensibles comme la surveillance, l'accès à l'éducation, l'aide sociale, etc. Car cela apportera dans le futur de bénéfices en termes de justice, d'efficacité, etc. C'est comme si nous vivions dans un temps entre deux temps. Ce que George Agamben a appelé, à juste titre, le temps qui reste, qui pour Saint Paul, Paul de Tarse, se situe entre la première et la seconde venue du Christ. Et dans ce temps suspendu, nous nous comportons comme si une IA enfin robuste et digne de confiance était déjà parmi nous. Bon. Alors, ma présentation est divisée en trois parties. Dans la première partie, je parlerai du concept de verrouillage technologique et je vais le lier notamment à un autre concept qui m'est cher, celui de habitus numérique, sur lequel j'ai écrit justement un livre. Dans la deuxième partie, je discuterai de certitude symbolique de l'intelligence artificielle en me référant notamment à des recherches que je suis en train de conduire sur la manière dont on visualise, on représente visuellement l'intelligence artificielle dans des contextes de communication scientifique. Et dans la troisième partie, j'aborderai justement la question des incertitudes matérielles. Et je fais principalement ici référence à l'ingénierie du prompt, en tant que tentative imaginative de naviguer dans l'incertitude qui caractérise notre relation avec l'intelligence artificielle générative. Donc, je pars tout de suite avec la première partie. Voyons si ça marche. Oui, il faut... Voilà, c'est ça. Alors, bon, c'est juste des images. La plupart des images, c'est des références que j'utilise. Donc, pas besoin de regarder, se focaliser trop sur les images. Alors, le concept de verrouillage technologique est issu d'un courant des études des sciences et des techniques appelé SCOT, Social Constructivism of Technology, le constructivisme social de technique. Contrairement à une autre approche dans le même domaine, comme la théorie de l'acteur réseau, qu'on connaît notamment en France, le SCOT ne met pas les humains et les non-humains sur le même plan. Il n'y a pas ce principe de symétrie. Ce qui intéresse le constructivisme social de technologie, c'est la manière dont les intentions, les désirs et les besoins des groupes humains déterminent les processus d'innovation technologique. Alors, le cas le plus célèbre est celui de l'histoire de la bicyclette, du vélo, discuté par Trevor Pinch et Wiebe Barker dans ses livres, et notamment dans un article du 1984 qui s'intitulait The Social Construction of Facts and Artifacts. Dans le SCOT, dans cette courant aussi, il existe un principe de symétrie, comme dans la théorie de l'acteur réseau, mais attention, la symétrie, c'est pas entre les humains et les non-humains, mais entre les intentions humaines de différents groupes concernés par la technologie en question. Donc on fait semblant qu'il y a une symétrie entre les intentions de groupes différents et qu'ils ont le même pouvoir d'action sur l'évolution d'une certaine technologie. Bon, ce qui n'est pas le cas, et ça a été critiqué pour ça, mais ça c'est une autre question. Alors, le SCOT, donc Social Constructivism of Technology, propose une méthodologie en deux étapes pour l'étude des objets techniques et de leur évolution. La première étape est celle qu'on appelle la flexibilité interprétative. Elle consiste à reconstruire les interprétations alternatives de la technologie, analyser les problèmes et les conflits que ces interprétations suscitent et à les relier aux caractéristiques de la conception des artefacts technologiques, au design. La flexibilité interprétative signifie que chaque artefact technologique a des significations et des interprétations différentes pour divers groupes sociaux. Barker et Pinch montre par exemple que le pneu à air de la bicyclette représentait un élément plus pratique pour certaines personnes, alors qu'il était synonyme de nuisances techniques, de problèmes de traction et d'esthétique déplaisante pour d'autres. La flexibilité de l'interprétation, la flexibilité interprétative, se reflète dans la matérialité de l'objet. En effet, tout comme les technologies ont des significations différentes selon les groupes sociaux, il existe toujours de multiples façons de construire les technologies. Une conception particulière n'est qu'un point unique dans un vaste champ de possibilités techniques, reflétant les interprétations des certains groupes concernés. Les différentes interprétations donnent souvent lieu à des conflits entre des critères difficiles à résoudre technologiquement. Par exemple, dans le cas de la bicyclette, du vélo, un de ces problèmes était de savoir comment une femme pouvait faire du vélo tout en respectant les règles de la décence.
ou de conflits entre les groupes concernés. Par exemple, il y avait des groupes d'anticyclistes qui ont fait pression pour que les bicyclettes soient interdites. Des groupes différents dans la société, dans des sociétés différentes, construisent des problèmes différents, ce qui conduit à des designs de la technologie assez différents entre eux. Alors ça, c'est la première étape, flexibilité interprétative. Deuxième étape est celle du verrouillage technologique, justement. Au fil du temps, avec le développement de technologies, la flexibilité d'interprétation interprétative et du design diminue grâce à des mécanismes de verrouillage. Ce qui est intéressant, c'est que ces mécanismes ne sont pas uniquement matériels ou économiques. Hein, ce n'est pas à cause des raisons matérielles qu'il y a du verrouillage technologique. Bien sûr, les éléments matériels et économiques sont fondamentaux. Il suffit de penser à l'infrastructure matérielle économique qui soutient le moteur thermique, par exemple. Et on connaît bien, il y a un article très connu de Michel Callon sur les années 70, sur le moteur électrique. Pourquoi ça n'a pas marché, d'accord? Donc, mais il y a aussi des facteurs rhétoriques. Et c'est ça la chose intéressante. Il n'y a pas juste de facteurs matériels, mais il y a aussi des facteurs rhétoriques ou symboliques. Pinch et Barker parlent précisément de verrouillage rhétorique dans lequel la publicité, les discours de personnalités publiques, les médias, etc., jouent un rôle clé. D'ailleurs, ce sont souvent des éléments matériels économiques qui sont utilisés de manière rhétorique. Souvent, ce qu'on utilise de manière rhétorique des excuses matérielles et économiques pour opérer un verrouillage de type technologique. Or, j'aimerais maintenant utiliser un autre concept, qui est justement le concept que j'essaie un peu de développer dans ces livres-là, celui que j'ai publié cette année, sur l'habitus numérique, je l'ai intitulé. Donc, habitus technologique et numérique, pour mieux expliquer cette idée de verrouillage technologique. Alors, dans ces livres-là, j'utilise le concept d'habitus technologique ou numérique de trois manières, grosso modo. Premièrement, pour dire qu'il y a quelque chose dans notre usage des technologies, qui ne dépend pas des technologies elles-mêmes, de leur affordance par exemple, ni des lois qui permettent certains usages et interdisent d'autres usages. Il y a une dimension qui vient de ce que nous nous sentons autorisés ou non autorisés à faire avec une technologie et qui influence nos usages technologiques. Donc, il y a un habitus qui relève, par exemple, de notre origine sociale ou de notre culture, qui nous impose certains usages. Premier sens. Deuxième sens du terme habitus technologique ou numérique, je l'ai utilisé pour dire que les machines numériques contemporaines, qui sont basées grosso modo sur des bases de données et des algorithmes, souvent des algorithmes d'apprentissage automatique, sont des machines à habitude. En effet, elles réduisent les individus et leurs actions et réactions médiatisées numériquement à des proto-catégories de profils, de goûts, etc. Tout en offrant des services de plus en plus personnalisés, ces technologies sont indifférentes à la personnalité des individus. Ces phénomènes ont des effets sous la compréhension que les individus ont de soi-même. Troisième signification, c'est pour dire que l'IA est, comme je l'ai dit au début de ma présentation, une vision, conception du monde. Dans ces cas, ce n'est pas tellement Bourdieu, comme en effet c'est un rôle important dans mon texte, mais c'est plutôt Panofsky que j'ai utilisé, en particulier sa conception d'habit mental qu'on trouve dans son texte sur l'architecture gothique et la scolastique. Alors, j'essaie d'avancer un peu pour vous expliquer un quatrième sens de habitus technologique, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Dans un autre contexte, un article que j'avais écrit qui s'intitule Datafication of the Worldview, la datafication des visions du monde, j'ai fait référence à ces textes-là d'un architecte qui s'appelle Mario Carpo, intitulé The Second Digital Turn, le deuxième tournant digital ou numérique. Alors, Mario Carpo estime dans ses livres, qui a été publié chez MIT Press il y a quelques ans, que l'essence de ces deuxièmes tournants numériques peut être résumée dans la phrase « Search, don't sort ». Cherchez, ne triez pas. Ces slogans, qui figuraient sous le logo de Gmail lors du lancement du service en 2004, soulignaient son caractère révolutionnaire. La possibilité de rechercher le texte intégral de tous les messages, tous les mails reçus, qu'ils allaient être envoyés au reçu par mot ou par nombre.
Carpo suggère que cette capacité de recherche automatisée sur un corpus de données non trié est un outil de recherche plus efficace que la méthode traditionnelle qui consistait à classer d'abord les éléments par thème et à effectuer ensuite des recherches. Donc, laisser la nature de l'information à l'état brut et effectuer des recherches sur le catalogue entier à la place de donner de l'ordre à l'information pour chercher ensuite. Alors, Carpo affirme que cette nouvelle préférence pour le brut, ce qu'il appelle rawness en anglais, et pour le désordre, est évidente dans le design et l'architecture moderne. Alors là, je vous épargne cette citation de Carpo, mais je vous montre ça. Voilà, ça c'est pour lui un exemple de ce qu'il appelle le style de la voxelisation, par exemple, en architecture, en design. C'est-à-dire, on fait émerger vraiment, et on utilise ici le concept d'émergence au sens technique du terme, une sorte de ordre ou fonctionnalité de l'objet technique à partir d'une désordre que c'est la composition pardonnée de la réalité. Et je pense que là, on peut déjà voir quelque chose de cette idée de l'acceptation de l'incertitude qui caractérise aujourd'hui notre rapport avec l'intelligence artificielle. Comment dire, on laisse que ce soit un outil, on sait qu'une intelligence artificielle, à mettre de l'ordre dans une réalité complexe et pleine de désordre et de chaos. Alors, maintenant à la question de l'habitus technologique. C'est quand qu'une expérience ou une action devient une habitude? Tout simplement lorsque cela fonctionne. L'habitude, c'est une réponse au fait que les choses fonctionnent, plus ou moins. Cela s'applique aussi bien au niveau individuel que sociétal. Je ne remets pas en question, par exemple, ma relation avec la machine à café tous les matins parce qu'elle fonctionne. Bien sûr, il est toujours possible d'améliorer ma relation avec la machine à café, par exemple en utilisant un distributeur automatique au lieu de la cuillère à café qui renverse toujours un peu de café sur l'évier. De même, il est possible d'améliorer la machine à café, même si la banque italienne a une machine quasi parfaite. Mais, le fait d'un point de vue du design, mais le fait est que à un certain moment, nous nous contentons du fait que ça marche, plus ou moins. Parce que le coût cognitif de la remise en question de ces habitudes est plus élevé que le bénéfice que nous retirons chaque jour de leur mise en pratique. Alors, l'habitus est donc une forme de verrouillage. L'habitude, c'est une forme de verrouillage. Et, par exemple, un philosophe pragmatiste comme John Dewey parlait d'habitudes intelligentes, c'est-à-dire d'habitudes qui peuvent s'adapter au contexte et maintenir un certain degré de conscience. Pour lui, l'être humain est fondamentalement un être d'habitude, d'habitus, l'important étant que le verrouillage de l'habitude ne soit pas définitif. En ce sens, l'habitus technologique renvoie au fait qu'une technologie est toujours une habitude. En ce sens qu'elle fonctionne et est utilisée, non pas parce qu'elle est parfaite, ça n'existe pas, la technologie parfaite, ou parce qu'elle possède une propriété intrinsèque, ou ce que Simondon appelait un équilibre métastable, un équilibre avec son environnement. Ça n'existe pas. Mais simplement parce qu'à un certain moment, on est, en tant qu'être humain qui utilise ces technologies, satisfait. On se contente. Un exemple qui m'a toujours frappé, comment est-ce que je peux... Tu sais que je pense que si tu vas simplement comme ça, d'accord, ça. C'est-à-dire, tu dois laisser ça ici. Non. Voilà, oui, c'est bon. Alors, ça, tu vois, tu peux aller, maintenant que tu as le curseur sur et ça, je peux y aller. tu peux commander par là. Très bien. Alors, un exemple qui m'a toujours surpris est celui de lacets des chaussures. Est-ce qu'on ne peut vraiment ne rien faire de mieux d'un point de vue technologique? C'est-à-dire, c'est assez primitif comme technologie. Mais c'est là, et ça c'est la question, est-ce qu'on veut-il vraiment la peine, étant donné que les lacets sont déjà soutenus par une importante infrastructure matérielle et socioculturelle? Et là, justement, j'ai pris une image de quelque chose que peut-être vous ne vous rappelez pas, c'est les Puma Disc. Donc, la tentative de la part de Puma de créer une nouvelle technologie là où il y avait quelque chose dont on s'est contenté et on s'est contente encore aujourd'hui. Alors, mon hypothèse est que dans le domaine de l'intelligence artificielle, et j'arrive à la fin de cette première partie, nous nous sommes installés, pour ainsi dire, trop rapidement. Nous avons effectué un verrouillage technologique sur une technologie qui n'est pas encore verrouillée.
En fait, je dirais que le non-verrouillage, l'incertitude en quelque sorte, est la figure, la chiffre de notre rapport contemporain avec l'intelligence artificielle. Ce que nous vivons est un processus d'accoutumance à l'incertitude de l'intelligence artificielle, ou, pour le dire autrement, un verrouillage d'une flexibilité interprétative dont, néanmoins, ce n'est pas nous, en tant que groupes sociaux, qui sommes les architectes, mais bien l'intelligence artificielle elle-même et ses producteurs. Donc, c'est-à-dire, on délègue, il y a une délégation de la flexibilité à l'intelligence artificielle elle-même. Bon, je vais avancer vers la deuxième partie sur les certitudes. Bon, on peut attendre, il y aura l'effet surprise avec la prochaine. Non, il n'y a pas d'effet surprise. Alors, on passe à la deuxième partie sur les certitudes symboliques. Alors, ceci m'amène justement à la deuxième partie de l'intervention. Alors, il est évident que l'incertitude de l'intelligence artificielle n'est pas manifeste. Au contraire, il existe divers mécanismes rhétoriques qui font penser que cette incertitude n'existe pas, ou qu'elle n'est au moins qu'un moment passager. Un risque à prendre parce qu'il n'y a pas d'alternative. Hein, les fameux discours TINA, there is no alternative. Alors, seule l'intelligence artificielle peut nous guider, et c'est là que le vieux mythe cybernétique revient, dans la complexité, la crudité et le désordre des données et de la complexité du monde contemporain. Pour vous donner un exemple, pensez justement, et là, voilà, aux nombreuses rhétoriques sur ce qu'un philosophe, Mark Zuckerberg, appelle le léviathan vert, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui serait capable de gérer et de nous sortir de la crise climatique au détriment, bien sûr, d'une petite partie de nos libertés. Alors, bien entendu, il ne faut pas croire que cet effacement de l'incertitude soit à l'apanage de l'intelligence artificielle, bien sûr. Dans leur récent ouvrage « La science de la mêlée », Bernadette Besson-Vincent et Gabriel Dort ont montré comment les pratiques technoscientifiques ont une tendance inhérente à dissimuler leurs incertitudes et leurs aléas épistémologiques et pratiques. Néanmoins, cela a conduit, selon les auteurs, notamment depuis le Covid, à une polarisation inutile du débat. Les auteurs en particulier opposent à la culture de la méfiance, largement répandue aujourd'hui, une culture de la défiance, dans laquelle les experts acceptent d'écouter et alors, mais il faut dire aussi que la question de l'impensé informatique, comme l'appelle Pascal Robert, remonte pratiquement au début de cette technoscience, de l'informatique ou de sciences de l'information et de la communication. Par le terme d'impensé informatique, Pascal Robert entend une sorte de couche idéologique qui s'étend sur les technologies de l'information et de la communication, pratiquement de leur naissance, et qui se diffuse principalement à travers les médias. C'est précisément cette couche qui garantit, à mon avis, une certitude symbolique derrière laquelle se cachent les nombreuses incertitudes matérielles dont je parlerai dans la section suivante, dans la troisième partie. Alors, dans mes recherches récentes, et je fais un pas en avant, je me suis beaucoup intéressé à la manière dont l'intelligence artificielle est représentée visuellement dans des contextes de vulgarisation scientifique et de marketing scientifique. Hein, ça, c'est le type d'image qu'on trouve souvent en ligne quand on tape intelligence artificielle. Les images de stock, notamment, donc les images qu'on peut acheter sur les sites des agences des banques d'images comme Shutterstock et Getty Images, et en particulier les images vectorielles, ça c'est des images vectorielles, jouent un rôle prédominant. Pour vous donner deux exemples, Cordis, tout d'abord, qui est l'agence communautaire de la communauté européenne chargée de la diffusion des résultats de la recherche scientifique financée par l'Europe, a un contrat avec Shutterstock. Et pour vous donner une aperçu quantitatif, si vous cherchez aujourd'hui intelligence artificielle, tapez intelligence artificielle sur Shutterstock, vous avez plus de 200 000 résultats. Donc ça, c'est le volume d'images qu'on a provenant de banques d'images. Or, la littérature sur les images de stock de l'intelligence artificielle a pour vulgate de dire que le principal problème de ces images, c'est leur manque de référence. C'est que des images qui ne parlent pas vraiment de ce qui se passe vraiment
dans les laboratoires de recherche. Par exemple, dans un récent reportage télévisé sur Arte, le sociologue Antonio Casilli a déclaré qu'une photo d'une mine de terre rare est plus fiable qu'une photo dans laquelle, par exemple, un doigt humain rencontre le doigt d'un robot. Mais à vrai dire, aucune image ne semble pouvoir représenter l'intelligence artificielle telle qu'elle est vraiment. Dans mes analyses, j'ai principalement considéré 3 types d'images. Celles qui représentent un code, celles qui représentent une technologie dans laquelle un système d'IA devrait être intégré, comme un drone, une voiture autonome, etc. Et bien sûr, les images de ces types, les plus imaginatives. Et mon argument dans ces recherches, c'est qu'aucune de ces images ne représente l'IA telle qu'elle est réellement. Alors, nous avons 2 solutions à ces moments-là. La première, c'est l'iconoclasme. Face aux images, face à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne peut pas être visuellement représentée. C'est-à-dire, voilà, nous jetons toutes les images par la fenêtre. Soit, deuxième hypothèse, nous sauvons toutes les images, à une certaine condition. Cette condition n'est pas la condition de la référentialité des images, mais c'est de leur capacité d'être des images pensives, des images qui donnent à penser. Le concept de pensivité de l'image, ça vient de Jacques Rancière. Une image de mine de terre rare peut être en effet une bonne image, non pas parce qu'elle dit ce que c'est réellement l'intelligence artificielle. Dire que l'intelligence artificielle, c'est des mines de terre rares, c'est pas vrai, tout simplement. Mais parce qu'il peut donner quelque chose à penser. Une partie de la réalité, en effet, de l'intelligence artificielle, des pratiques qui sont liées à l'intelligence artificielle. Alors, les images de l'intelligence artificielle, en particulier celles utilisées dans les contextes de la communication scientifique, ont sans doute un effet sur le spectateur-lecteur. Ça, on a conduit récemment des recherches qu'on va publier bientôt. Oui, il y a des effets. Mais les images de stock, notamment ces types d'images-là, au lieu d'animer le débat, donc de promouvoir de formes de débat, de formes de désaccords ou des mésententes, pour utiliser un autre terme cher à Jacques Rancière, ou de formes de défiance, en utilisant le langage de Benson, Vincent et Dort, ou encore d'agonisme, pour utiliser le langage de Chantal Mouffe, ont plutôt une tendance à l'anesthésier, à créer de formes de désintérêt, voilà, ou en tout cas, on ne se sent pas concerné par le débat. Et donc, il y a une sorte d'exclusion, notamment de la part de non-experts. Alors, par exemple, là, je n'insiste pas, mais dans mes recherches, j'ai travaillé notamment sur la présence du bleu dans ces types d'images et sur le fait que le bleu a un effet, c'est une couleur qui calme, en fait, qui anesthétise, justement. Alors, il est communément admis que la narration, y compris la narration visuelle, peut avoir une fonction explicative. C'est pourquoi la narration est généralement considérée comme un outil important dans la diffusion, pour la diffusion de la science. Ou encore pour la diffusion de préceptes religieux. Néanmoins, le critique littéraire britannique Frank Kermode, dans son livre The Genesis of Secrecy, a soutenu que la narration a souvent pour fonction de séparer et d'obscurcir. Il a utilisé les paraboles des évangiles comme exemple paradigmatique. Il a notamment mis l'accent sur un passage de l'évangile de Marc dans lequel il est dit, je cite, « C'est à vous qu'a été donné le secret du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout est dit en parabole, afin, ina en grec, qu'ils voient toujours, mais ne perçoivent jamais, et qu'ils entendent toujours, mais ne comprennent jamais. Autrement, ils pourraient se convertir et être pardonnés. » Donc, une fonction de la narration pour séparer. Ces passages indiquant que les paraboles sont des moyens arbitraires de séparation entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'usage de certaines images de l'intelligence artificielle. J'arrive à la troisième partie sur les incertitudes, j'attends un moment avec l'image, sur les incertitudes matérielles. Donc, on a vu le verrouillage technologique, certitude symbolique, incertitude matérielle. Alors, dans la section précédente, j'insistais sur le fait que les imaginaires technologiques de l'intelligence artificielle, incarnés par les images avec lesquelles l'intelligence artificielle est représentée, opèrent un verrouillage technologique rhétorique qui ferme nos attentes de sens à l'égard de l'intelligence artificielle.
Dans cette section, je voudrais montrer que ce verrouillage est une fermeture sur une incertitude sous-jacente de l'intelligence artificielle. Alors, je ne parle pas tant ici, ou du moins pas seulement, du fait que les résultats des algorithmes d'apprentissage automatique, par exemple ceux pour l'analyse et la reconnaissance d'images, sont toujours probabilistes. Ce n'est pas le côté technique, si vous voulez, qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le côté peut-être anthropologique ou social. C'est une incertitude qui s'installe donc dans la relation entre les êtres humains et l'intelligence artificielle, tant au niveau individuel qu'au niveau social. C'est comme si nous avions décidé de faire confiance à des entités dont nous avons du mal, pour ne pas dire qu'il est impossible, d'avoir une théorie de l'esprit. Nous n'avons pas de théorie de l'esprit de ces entités et pourtant nous leur faisons confiance. Alors, ce n'est pas anthropologiquement surprenant en soi peut-être, mais ça l'est si on en regarde l'histoire de notre rapport aux technologies en général et aux technologies de l'information et de la communication en particulier, qui est, si l'on est, fondé sur une possibilité et un désir de contrôle. C'est-à-dire, historiquement, notre rapport avec la technique, c'est un rapport de « on les utilise parce qu'on peut avoir du contrôle sur la réalité ». Bon, je prends le vieux discours de Heidegger, la technique, c'est du dispositif, ça nous aide à disposer les choses de la réalité. Et là, on l'utilise et pourtant, il y a une incertitude de fond. Alors, justement, pour vous montrer la différence, et là, ça me rappelle ce que Langdon Wiener disait dans son très connu article sur Do Artifacts Have Politics, disait de la bombe atomique. Il disait, la bombe atomique, c'est un objet technique autoritaire. Pourquoi? Parce que pour faire marcher la bombe atomique, on doit connaître ses mouvements, donc à partir de sa conception jusqu'à son usage éventuel, parfaitement. Et toutes les étapes doivent être claires, ce qui n'est pas le cas de nos usages de l'intelligence artificielle, justement. Ce qui est tout à fait surprenant. Alors, parmi les nombreux exemples et pratiques qui mettent en évidence cette incertitude matérielle, j'aimerais m'attarder un instant sur l'activité du prompting. Alors, un prompt est une demande ou un ordre donné au modèle d'intelligence artificielle pour l'inciter, ou le prier, ça dépend, à générer une réponse ou à effectuer une action. Dans le contexte de ChatGPT, les prompts peuvent être de questions, de déclarations ou même des instructions plus complexes qui guident le modèle dans la génération de textes, de réponses ou d'analyses pertinentes ou aujourd'hui dans la production d'images, parce qu'aujourd'hui on peut utiliser DALL-E avec ChatGPT. Actuellement, nous assistons à une véritable floraison de cours en ligne et hors ligne, de tutoriels, etc., sur ce que l'on appelle ingénierie du prompt, qui consisterait à optimiser les prompts pour obtenir des meilleurs résultats. Alors, l'expression prompt engineering, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est pour moi une expression bicéphale, ou bicéphale. Bicéphale? Oui, voilà. Alors, d'une part, il y a le prompt qui a une parole qui voudrait être efficace, qui voudrait faire parfaitement ce qu'elle commande de faire. Mais en réalité, il s'agit moins d'une parole efficace que d'un mot magique, alchimique, qui vaut et promet d'être efficace sous la base non pas d'un commandement, mais d'un pacte avec la nature. C'est qu'à la nature de l'objet technique. D'autre part, il y a le terme ingénierie qui laisse entrevoir une prétention de prédiction et de contrôle qui me semble étrangère à l'essence du prompting. En fait, le prompting se rapproche plutôt de ce champ de recherche nouveau qui s'appelle machine behavior et qui part d'une sorte de renoncement à comprendre le fonctionnement interne de la machine. Je vais faire ici un article qui avait été publié en 2019 dans Nature et qui s'intitule notamment Machine Behavior. Alors, dans ton intervention, dans ces séminaires, Maria Giulia, tu as distingué 3 types d'énonciations impliquées qui permettent d'analyser certains fonctionnements de l'intelligence artificielle, dont la seconde de ces 3 fonctions est l'énonciation comme médiation entre langue et parole, traduite dans le domaine de l'intelligence artificielle en médiation entre la langue de la machine et les langages de programmation. Donc ça, c'était le schéma que tu avais utilisé. Tu avais fait référence notamment à cet article d'Andrea Valle et Alessandro Mazzei intitulé Sapir-Whorf versus Boas and Jacobson, Enunciation and the Semiotics of Programming Languages.
Et voici le schéma dans lequel une distinction est faite entre la langue binaire de la machine, le langage de l'assemblage et le langage de programmation. Voilà, ça c'était un peu la différence, ces trois niveaux. En bas, le langage machine, le langage assembly language and programming language, ces trois niveaux. Or, si vous prenez le prompting, ne se retrouve à aucun de ces trois niveaux. Au mieux, il s'agit d'une forme de pseudocode. Voilà, vous voyez juste dessus le Natural Languages, vous avez du pseudocode, et c'est là peut-être qu'on trouve le prompting comme activité. Alors, je me limite ici à un exemple, un petit exemple de prompting. Alors, si vous prenez, j'ai pris un site sur lequel moi-même je me suis formé, parce que moi-même j'ai suivi un tutoriel pour apprendre à faire du prompting et enseigner du prompting à mes étudiants. Donc, le site learnprompting.org qui présente différentes techniques de prompting. Par exemple, l'instruction prompting, qui veut dire juste donner des instructions à ChatGPT. L'attribution des rôles, donc pour influencer par exemple le style d'écriture, et ce qu'on appelle le few-shot prompting, qui n'est rien d'autre que donner des exemples à ChatGPT. Et on explique aussi la manière dont on peut articuler ces différentes techniques. Mais finalement, ma question, c'est juste du bon sens. Si on veut enseigner quelque chose à quelqu'un, on lui explique comment faire, on lui donne une instruction, on lui montre des exemples. Ce n'est rien de l'ingénierie en fait. C'est quelque chose de différent. Et là, c'est justement un exemple de assemblage de méthodologie. Donc, on donne un rôle, vous êtes un médecin, tout d'abord. Ensuite, on donne une instruction, lisez ces antécédents médicaux et prévoyez les risques pour le patient, ça c'est l'instruction. Et troisièmement, on donne des exemples, 3, 4 exemples, et voilà, on demande des résultats. Ça, c'est un type classique de prompting. Et on peut l'utiliser, par exemple, pour évaluer une dissertation aussi. On peut donner des exemples de dissertation et demander à ChatGPT d'évaluer une dissertation, une nouvelle dissertation sur la base de 4 critères, tels que la grammaire, la clarté, la cohérence et la qualité de l'argumentation. Ça, c'est un des exemples qu'on donne dans ces cours en ligne. Or, le point est le suivant. L'ingénierie du prompt est, au mieux, une façon d'essayer de naviguer dans l'incertitude matérielle de l'IA générative. Non seulement au sens de l'incertitude des réponses à nos questions, mais aussi de l'incertitude de notre avenir professionnel. Vous ne pouvez plus être community manager parce que l'IA vous a volé votre travail, devenez un ingénieur du prompt. Et ça, c'est la promesse, si vous voulez, de l'ingénierie du prompt, qui relève évidemment plutôt des imaginaires que de la réalité matérielle de l'intelligence artificielle. Alors, il y a un domaine particulier d'incertitude dans notre relation avec l'intelligence artificielle générative sur lequel je voudrais dire quelque chose de plus. Et c'est celui de la production d'images. Alors, comme l'a récemment observé Antonio Somaini dans un article intitulé Algorithmic Images, Artificial Intelligence and Visual Culture, il y a 3 moments récents, 3 phénomènes qui peuvent être identifiés dans l'histoire de la relation entre les images et l'intelligence artificielle. Bon, là, je passe assez rapidement, mais tout d'abord, on a le premier moment que c'est celui des algorithmes d'apprentissage profond pour la reconnaissance d'images, de pattern recognition. Là, je simplifie un peu. Ensuite, à partir du milieu des années 2010, il y a des algorithmes comme Deep Dream et les réseaux adversaires génératifs dont la fonction principale n'est pas juste d'analyser et classer les images, mais aussi de les modifier. Et finalement, c'est ça qui m'intéresse, à partir du 2022, des nouveaux modèles d'apprentissage profond qui permettent de créer de nouvelles images. C'est ça l'IA générative au sens profond au sens propre du terme. Alors, ces derniers IA génératives sont capables non seulement de générer des images fixes et animées à partir d'un texte, c'est-à-dire à partir de ce qu'on appelle justement des prompts, comme je disais avant, mais aussi de générer du texte à partir des images. Alors, les modèles texte-image, donc qui à partir du texte produisent des images, ce qui m'intéresse ici, fonctionnent en 2 étapes. Il y a d'abord l'encodage du texte et ensuite il y a la génération de l'image. Donc, un réseau neuronal récurrent similaire à ceux utilisés pour le traitement du langage naturel et la traduction est utilisée pour transformer le texte d'entrée
en représentation latente, une série de vecteurs numériques associés à des mots individuels et à leur relation au sein d'une phrase. Et ensuite, un modèle de diffusion génère ensuite une image à partir de cette représentation latente. Bon, voilà, ça c'est un peu le fonctionnement. Je voulais juste vous citer peut-être ce passage, ensuite, voilà, ça c'est, je cite un passage du texte de Somaïni qui dit les prompts sont destinés à devenir un facteur clé dans une culture visuelle de plus en plus basée sur l'opération consistant à soumettre des mots et des textes à des algorithmes d'apprentissage en profondeur afin d'explorer leur espace latent et d'en faire émerger les images. En donnant des indications en termes de composition, couleur, éclairage, style, support, les prompts transforment les médias visuels précédents en un ensemble de termes indiquant des supports matériels, des dispositions et des opérations. Les prompts peuvent également donner des indications négatives. Bon, ça c'est la fin de la citation. Alors, dans la description tout aussi détaillée que Maria Giulia a fait dans son exposé, dans sa présentation au sein de ce séminaire, là où tu as parlé de prompt d'image, elle parle de résultats parfois exaspérants lorsqu'il s'agit, par exemple, d'inciter à mélanger les gens. Cette exaspération est, je crois, le résultat d'une incertitude sous-jacente. Cette incertitude dépend, me semble-t-il, du fait que nous utilisons un mot, un langage naturel, qui voudrait commander à la machine, mais n'y parvient jamais tout à fait. La volonté de la machine nous échappe, finalement, et voudrait dominer les images, dont la volonté nous échappe également. Donc, il y a une double incertitude. Une incertitude qui dépend du prompt et de la machine, dont la volonté nous échappe, mais dans la production de l'image, si vous voulez, il y a une sorte d'incertitude au carré. J'arrive maintenant à ma conclusion. Alors, dans cette incertitude, 3 minutes, ça Oui, va? oui, non, non, mais on a du temps et tout c'est. Oui, non, c'est. Alors, dans cette incertitude, nous pouvons cependant être assez sûrs d'une chose. Il est peu probable que les images produites par l'intelligence artificielle puissent produire des nouvelles images, au sens radical du terme, de l'IA et d'autres technologies. Hein. Là, je m'intéresse notamment aux images produites qui parlent d'intelligence artificielle. En effet, nous savons que les modèles texte-image ont été formés à partir de grandes quantités d'images déjà existantes. Hein, c'est ce que tu disais avant sur le fait que c'est le futur qui est fondé sur le passé, hein, ou sur le présent. Alors, nous ne savons pas quelles données ont été utilisées par OpenAI pour entraîner DALL-E, mais nous savons, par exemple, que Stable Diffusion a été entraîné avec Lion 5B, Large Scale Artificial Intelligence Open Network 5B, un jeu de données de texte-image extraites d'Internet sans aucune autorisation, et lancé en mars 2022, et qui contient actuellement plus de 5 milliards d'images. Alors, bon, je vous épargne les détails techniques, mais la chose intéressante, c'est qu'on sait que les images de stock, donc les images provenant de banques d'images, ont eu un rôle majeur dans l'entraînement de cet outil-là. Alors, tandis qu'avec DALL-E, on ne le sait pas. Bon, maintenant, avec le nouveau... Vous savez que la communauté européenne vient d'approuver la loi sur l'intelligence artificielle, parmi lesquelles les entreprises vont être obligées à expliquer sur quelles bases à montrer les bases de données sur lesquelles ont été entraînées les intelligences artificielles. Donc, ça va changer. Mais actuellement, nous, on ne sait pas, mais on peut penser que voilà, les images de stock ont joué un rôle majeur dans l'entraînement de ce type d'intelligence artificielle. Alors, dans cet article-là, bon, je voulais dire, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Ce n'est pas nouveau le fait que l'intelligence artificielle, que les images que nous avons aujourd'hui d'intelligence artificielle ont été... Non, attendez. Ce que je voulais dire, c'est que si l'intelligence artificielle aujourd'hui produit des images d'elle-même, c'est comme si elle était en train de créer ses propres conditions de possibilité symbolique. D'accord? Et c'est rien de nouveau tout ça. Dans cet article récent, nous avons analysé la logique de la production d'images de microstock, d'images d'intelligence artificielle. Alors, nous avons notamment constaté que ce n'est pas tant
l'image qui compte quand on produit une image de stock, quand on produit une image qu'on télécharge sur Shutterstock, sur Getty, etc. Mais c'est plutôt important la manière dont ces images sont étiquetées, taguées. Hein. La chose la plus importante quand on produit une image qu'on vende sur Shutterstock, Getty, c'est la manière dont on crée des tags. Hein. Donc, on attache du texte à ce type d'image. Alors, le marquage, le tagging des images n'est toutefois pas effectué manuellement, c'est ça la chose intéressante. Par exemple, Shutterstock propose de l'année dernière un service de reconnaissance d'images basé sur l'intelligence artificielle qui suggère aux producteurs d'images les meilleurs tags en se basant sur les tags d'images similaires et réussis, donc qui ont vendu beaucoup. En fait, le succès des images dépend à son tour des algorithmes, en particulier des moteurs de recherche, qui peuvent faire monter ou descendre une image parmi les premiers résultats. Et on sait que le premier résultat, c'est ce qui compte le plus. Pourquoi? Parce qu'une personne achète une image qui est parmi les premiers 10, voire 20 résultats. Avant même l'arrivée de l'IA générative, donc, le rôle de l'humain était déjà quelque peu minimisé, à tel point que nous parlions dans cet article d'une véritable forme de digital labor, dont le but était d'agrandir les catalogues déjà infinis des agences. L'IA générative n'est que la dernière étape de ces processus d'algorithmisation des images, et ce n'est pas un hasard si Shutterstock a déjà conclu un accord avec OpenAI et Getty vient de lancer un service d'IA générative en collaboration avec NVIDIA, qui est une autre société qui produit de l'IA générative. Alors, si l'on veut remonter encore plus loin dans le temps, on peut observer que les origines de l'algorithmisation des images sont encore plus anciennes et remontent au moins à la création des archives Beckman par Otto Beckman. Et là, je me réfère à ces livres d'Estelle Blanchke. Hein? Estelle Blanchke on parle en détail dans un livre intitulé Banking on Images, From the Beckman Archive to Corbis. Et bon, en ce moment, il y a aussi une expo au Centre Pompidou dédiée justement qui s'intitule Capital Image et qui parle justement de comment on a créé des catalogues d'images. Et comme on l'écrit l'autrice, l'un des secrets de Beckman était précisément de lier les images au texte, et en particulier un système d'indexation d'abord manuel, puis mécanique, et enfin numérique. Je cite un passage, j'ai oublié de retenir la page, mais il dit dans ces textes, un élément essentiel de l'entreprise d'Otto Beckman, c'est un catalogue qui ensuite a été acheté par Corbis. Corbis était l'agence d'images de stock de Bill Gates, en fait. Un élément essentiel d'une entreprise d'Otto Beckman était le développement d'un système d'archivage et de recherche efficace. Ces systèmes constituaient la base même, la matrice sur laquelle la collection était construite et dans laquelle son contenu, les images et leurs différents supports étaient insérés. Son concept repose sur deux éléments majeurs, la conversion d'une représentation visuelle en texte et la combinaison d'informations visuelles sous la forme d'une photographie en miniature et textuelle sur des supports mobiles, la carte d'index. Elle observe également, fin de la citation, l'autrice observe également qu'au fil du temps, l'image prend de moins en moins de place jusqu'à disparaître. Donc, dans les archives, l'image n'existe pas, il n'y a que du texte. Le texte devient la seule chose qui compte pour l'organisation des archives d'images. Alors, de ce bref détour par l'histoire des banques d'images, on peut déduire, et c'est ça qui m'intéresse, que le texte a pour fonction, certes, de réduire l'incertitude, mais que cela passe aujourd'hui par une délégation à l'automatisation de machines des technologies de l'information et de la communication. Et maintenant que nous avons perdu le contrôle de ces machines, que nous les laissons étiqueter, taguer automatiquement, annoter, protoclasser et produire ces images, c'est nous qui naviguons dans l'incertitude de ces machines. Une incertitude qui nous est rendue de quelque manière tolérable seulement par une série de verrouillages rhétoriques que, dans le cas des images, sont de plus en plus produites par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que nous naviguons dans une incertitude, mais qui nous est rendue tolérable par un imaginaire qui est produit par une intelligence artificielle. Voilà, je pense que c'est plus ou moins tout. Merci. Merci, Bert. Moi, j'aimerais commencer juste par une petite question sur la première partie, quand tu parlais du verrouillage technologique et les raisons du succès de ce verrouillage.
parlé de l'habitus, de l'habitus. Tu sais, parce que finalement, pourquoi on s'est verrouillé? Parce que finalement, ça marche. Et c'est peut-être une boutade, mais je me demande s'il n'y a pas aussi il y a des mauvaises habitudes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des verrouillages, tout simplement, parce que tu disais, on se contente de ça, parce que ça marche. Mais parfois, tout simplement, on se fait raison. Et je me demande si une partie de ces verrouillages que tu attribues à comme tu appelles, à des facteurs rhétoriques, il n'y a pas aussi cette incertitude, justement, comme on s'y fait une raison, parce que justement, on n'a aucun... Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire. C'est un peu comme l'incertitude qui était autour de la bombe qui était citée. C'est-à-dire, on savait parfaitement que la bombe atomique pouvait... On ne savait pas ce que ça pouvait donner, par exemple, au cas où il y aurait une guerre nucléaire. On avait une perte de contrôle totale sur une fois que ça démarrait, on ne savait pas jusqu'où ça pouvait aller. Et donc, ce n'est pas une habitude parce que ça marche, mais c'est une habitude parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, sous la bombe atomique, moi je disais un peu le contraire, c'est-à-dire, bon, c'est un classique dans les guerres, c'est-à-dire, dans une guerre, on essaye de programmer tout, sauf ce qui se passe après le début de la guerre. Et avec la bombe atomique, ce qu'on a essayé de faire, c'est exactement ça, de prévoir toutes les étapes parfaitement, du début à la fin. Or, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est que les institutions, c'est un terme assez générique, assez problématique, n'envisagent pas de programmer un outil. Je ne veux pas dire que l'intelligence artificielle c'est comme une bombe atomique, mais on pourrait se dire que c'est quand même une technologie révolutionnaire, mais il n'y a pas de désir de maîtrise, il n'y a pas de désir de programmation, tandis que dans la bombe atomique il y avait. Donc ça c'est pour le reste, je suis d'accord, oui, c'est une mauvaise habitude qui souvent nous amène à accepter certaines technologies, même si ces technologies ne fonctionnent pas parfaitement. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait avec aussi les interprétations du monde. Dans le domaine, je viens du domaine de l'herméneutique philosophique. Une interprétation, c'est jamais une bonne interprétation. Une interprétation, c'est une interprétation dont on se contente à un certain moment, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a plus l'énergie, etc. Alors, la chose qui me surprend quand même, c'est que j'ai l'impression que dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'espace qu'on a donné, comment dire, l'espace d'ouverture, de discussion publique a été assez marginal, assez court. On a clôturé immédiatement le système. Et c'est pour ça qu'on accepte beaucoup plus dans le domaine de l'intelligence artificielle l'incertitude par rapport à d'autres domaines. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est les essais médicaux, par exemple, qui sont hyper codifiés. Donc, on essaye de suivre, bon, sauf dans le cas du Covid, mais le cas du Covid, c'était un cas justement d'urgence. Et donc, tout le processus qui a amené au développement du vaccin a été hyper accéléré. Mais si vous prenez un processus normal, technologique, comme la mise sur le marché d'un vaccin, le processus est hyper codifié, étape par étape. Or, tous ces passages n'ont pas existé dans le cadre de l'intelligence artificielle et dans le cadre de l'intelligence artificielle générative, encore moins. Ça, je ne sais pas si... Oui, merci. Maria Giulia, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'instant. Alors, Federico. Alors, mille merci, Alberto. Quelques mots, commentaires, questions, je ne sais pas très bien. Alors, comment mettre en relation, disons, les images produites par, je dis Midjourney, mais je parle aussi évidemment de Stable Diffusion de l'ALE, par rapport aux stock images. Est-ce que de leur style, parce que d'une certaine manière, il y a un style, toi parlais de 3 cas d'images de l'intelligence artificielle comme stock images. Tu as parlé de mettre en scène les codes, mettre en scène les drones, la voiture, etc., ou mettre en relation, disons, la main de Dieu, etc., etc. Mais d'une certaine manière, il me semble que la main productrice des images stock images a un style très reconnaissable, un peu comme le style par défaut
de Midjourney. Alors, serais-tu d'accord de dire que le style, par défaut, a une éthique? Je te parle d'éthique parce que, un peu en entendant la machinisation de l'homme, disons comme ça, dans quel sens? Moi, je vois les stock images de l'intelligence artificielle comme la mise en scène d'une, tu as dit, c'est de la vulgarisation, c'est pas de la recherche scientifique, c'est de la vulgarisation, mais c'est de la vulgarisation du travail exclu qui est mis en scène comme une magie. Donc, c'est ça le problème éthique, qu'on n'a pas les passages, on n'a pas la densité du travail, on a les résultats donnés comme magiques. Ça, c'est un problème éthique, je trouve. Et le problème de Midjourney est un peu parallèle, c'est-à-dire qu'on banalise les différences. Il n'y a pas la vulgarisation, mais les faits est le même, c'est-à-dire qu'on banalise la spécificité d'une certaine manière, la singularité. C'est pour ça que je parle des mains moyennes pour Midjourney, parce que c'est une main qui est donnée par la soustraction de toutes les mains particulières. Alors, serais-tu d'accord justement à avoir cette approche, disons, style éthique, ou tu en penses plutôt d'autres correspondances, toujours pour mettre en relation un style par défaut? Parce que même si on demande à Midjourney de faire des images, comme tu les as vues, j'en ai parlé ici, Rochko et Léonard, etc., la main Midjourney ressort un peu toujours. Alors ici, on a un spécialiste de prompt et d'images Midjourney qui est aussi artiste, je veux dire, outre être professeur universitaire. Et donc, il pourra peut-être nous dire quelque chose aussi sur la question du prompt. Tu as dit pseudo-code. Moi, je pense qu'on peut l'appeler pseudo-code, non pas notre prompt à nous, mais les prompts qui peuvent passer par une machine, par exemple GPT-4, qui transforme notre prompt. Et là, c'est pas du code, comme je le disais, mais ça se rapproche parce que les correspondances entre texte et image sont données par des embeddings, parce qu'on encode les correspondances entre texte et image, évidemment. Et donc, une fois qu'on a codé les correspondances, c'est clair que si on choisit le prompt traduit par la machine GPT-4 et on la donne à Midjourney, évidemment, on est déjà dans un peut-être pseudocode, ou quand même, on n'est plus dans le langage naturel, et on n'est pas dans le langage de programmation non plus, mais on est peut-être à mi-chemin. Je voulais savoir ce que tu en penses. Et puis, bon, mais ça, c'est vraiment une curiosité. Tu as parlé à un certain moment, on fait, bon, il y a aussi des concours de prompts, bien sûr, etc. Et pour avoir des meilleurs résultats, mais pour moi, c'est un gros problème de comprendre dans quel sens les meilleurs résultats. Parce que, par exemple, moi, quand je produis des images Midjourney, pour moi, les résultats ne doivent pas ni être beaux, ni faire de l'art à nouveau, etc., etc. Ça doit être, ce sont des expériences scientifiques que je fais sur le style des peintres. Et alors, bon, quel est le meilleur? C'est très difficile à déclarer. Parce que parfois, recevoir des images banales, c'est pas forcément pire que recevoir des... Mais évidemment, il y a plein de paramètres différents. Par exemple, il y a ceux comme Georges Legrady qui visent à produire de l'art. Et alors, comment juger meilleurs résultats face à l'art? L'art, évidemment, n'a rien à faire avec les beaux, mais a à faire avec l'autoréférentialité du monde de l'art. Et donc, là... c'est à voir quelle référence chaque image peut remanier, etc. Mais de toute manière, l'art de la machine doit être totalement autre. Alors, sur le premier point, le style, j'aime beaucoup quand tu as parlé de style par défaut. C'est-à-dire que le problème en soi, c'est pas le fait qu'on ne peut pas créer de nouvelles images, des images
qui donnent la pensée, des images, mais c'est qu'on n'a pas le temps de le faire, hein, ou on n'a pas les capacités de le faire. C'est-à-dire que la différence, c'est toujours entre la différence d'une personne qui cherche, qui descend au centième résultat à Google, et une personne qui se contente de primer 2-3 résultats. Et je dirais que statistiquement, on se trouve dans le deuxième cas. C'est-à-dire que statistiquement, si je travaille dans imaginons, je travaille dans une agence de presse. Je dois publier un article et j'ai 2 heures pour le faire. Et donc, j'ai 2 heures pour écrire le texte, trouver un titre et produire une image. Je ne vais pas écrire un prompt hyper pointu. Et donc, voilà, c'est là que les images produites par une intelligence artificielle deviennent plus semblables aux images de stock que ce qu'on pourrait faire en effet avec comment dire, une recherche expérimentale sur le prompting d'images. D'accord? Donc ça c'est... Et deuxièmement, mais je me questionne aussi, et ça c'est la chose intéressante, si en effet les images de stock ne sont pas en soi de quelque manière déjà éthiques parce qu'on les reconnaît. Donc de manière intéressante, c'est finalement, elles sont tellement kitsch qu'ils ne sont plus une manque d'éthique parce qu'on les reconnaît. Et si on les connaît, on peut les critiquer. C'est-à-dire, finalement, c'est quasiment si une image plus complexe, est, par exemple, dans laquelle l'intelligence artificielle est mise dans la vie quotidienne et disparaît, ça devient plus sournoise, plus dangereuse quasiment. Donc, il y a une éthique en soi dans cette esthétique kitsch des images de stock parce que quasiment tout le monde les reconnaît. Donc ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, oui, je peux être d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'en effet, quand on écrit du prompt, souvent on utilise, par exemple, il y a un plugin de ChatGPT qui permet d'écrire de prompts plus performants, et oui, peut-être que le pseudocode arrive là où on fait déjà travailler la machine sur du prompt humain. Sur ça, je suis d'accord. Sur le troisième, alors, c'est intéressant parce que toi, tu avais comme exemple en tête la production d'images. Moi, je parlais du prompt en général, mais j'avais en tête, par exemple, la production du code. C'est-à-dire que la semaine dernière, par exemple, je fais faire du code Python avec ChatGPT, et là, c'est quelque chose qui marche ou qui ne marche pas. Et donc, c'est un meilleur prompt, c'est un prompt qui marche, et qui marche de manière efficace. La distinction est très nette à un certain moment. C'est-à-dire, on le fait pas. Tandis que dans la production d'images ou dans la production des textes, qu'est-ce que c'est le meilleur ou qu'est-ce que c'est le pire? Et on peut aussi avoir des styles différents, c'est-à-dire le but peut être expérimental, et si on est dans un but expérimental, bon voilà, alors la question du meilleur ou du pire, ça disparaît complètement. Donc ça dépend, oui, de quel objectif on a en tête. Mais en tout cas, c'était juste une définition générale. J'ai essayé tout simplement de définir le prompting à partir probablement de ceux qui pratiquent le prompt comme activité. Merci. Federico, Merci à vous. Je trouvais beaucoup de suggestions et des questions qui étaient très stimulantes. Du point de vue aussi, parce que maintenant, socio-scientifique, ça m'intéresse beaucoup. Il y a aussi quelques façons de réponse aux exposés de Jean Segge. Et je parle rapidement des suggestions, la chose de laquelle parlait Maria Giulia, et je me demande si on commence à émerger une sorte de typologie discursive des prompts, c'est-à-dire une pratique sociale, une véritable prompt culture dans laquelle on commence à travailler, mais ce n'est pas seulement, je crois, la question de réduire l'incertitude. Tu connais, par exemple, le grand sociologue Luma dit que chaque fois qu'il y a une réduction des complexités, tu produis de la nouvelle complexité. Par exemple, des gens qui commencent à travailler sur le prompt. Non? Ça, pour moi, c'est une suggestion, mais intéressante. L'autre chose, si j'ai bien compris, tu as parlé d'une sorte de mythologie des mythèmes, des mythologies des contes à propos de l'intelligence artificielle, des images, etc. Pas seulement pour la justifier, comme tu as dit, en rhétorique, mais pour la remotiver en tant que technologie. Ce sont des suggestions. Le troisième point, c'est la question un peu plus, si j'ose dire, épistémologique, socio-sémantique, c'est-à-dire qui a un peu opposé tous les groupes des acteurs Theory et Latour Canon aux autres Pinch, etc. Mais là, il y a aussi, c'est très bien, des collaborations, etc. Mais j'ai l'impression qu'il a, peut-être que c'est une chose évidente, mais pour moi, intéressant, l'idée de la concept de délégation.
comment on va déléguer à une machine, à une technologie, c'est le cas du vélo. Donc, on ne peut pas dire on a délégué au vélo. C'est pas, oui, la capacité de vivre dans la ville, etc. Donc, j'ai l'impression, peut-être c'est trivial, je ne sais pas, que dans tout le ChatGPT, le GPT, etc., il y a toute une question de la délégation réversible. C'est la critique de Chomsky un peu apocalyptique, non, c'est une machine idiote qui va manger des quantités énormes de perroquets, non, les perroquets technologiques. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que l'idée de délégation des pratiques, de déléguer quelque chose, c'est surtout à partir de ton nature. Non? Je pense que c'est une question, évidemment, sémiotique dans le sens plus fort du mot, dans le sens de la forme d'énonciation, de l'idée de ton nature et pas seulement de lui, de Jacques Fontanier et des autres, de penser la forme de délégation en tant que forme d'énonciation, de nouvelles formes d'énonciation. Voilà, ce sont je pars vraiment je pars avec la deuxième parce que c'est le dernier point sur la délégation parce que c'est vraiment intéressant et je pense que c'est là justement la question. Dans notre rapport avec la technique classique, la délégation est basée sur une confiance et en tout cas une illusion de pouvoir prévoir les résultats. C'est-à-dire, on délègue au vélo, mais parce qu'on pense que le vélo nous amène d'un point A à un point B. Et je pense que dans notre rapport avec la technique, c'est ça qui nous a permis de déléguer beaucoup de choses. Les dodanes de la tour fonctionnent, on délègue l'autorité du sleeping policeman, donc du policier, au dodanes parce qu'on connaît la fonction, on anticipe la fonction. Ce n'est pas toujours le cas, il y a toujours des accidents. Par exemple, il y a des gens en moto qui s'écrasent à cause du dodane. Alors, on le corrige. Mais plus ou moins, on a une... Et là, par contre, on délègue, mais on est plus ou moins conscient du fait qu'on ne peut pas prévoir correctement et toujours les résultats. Et c'est ça qui m'étonne. C'est ça, si on revient à la question principale, c'est un état expérimental total, finalement. Et on l'applique, vous connaissez tous l'histoire de l'application en France à la CAF, l'algorithme de la CAF qui est sorti la semaine dernière, où vous savez que la greffe des cœurs, aujourd'hui en France, est décidée par un algorithme, par exemple, ou l'éducation des enfants, Parcoursup, mon master, moi je le trouve sincèrement d'un point de vue vraiment anthropologique très intéressant comme passage, parce que je pense que notre rapport avec la technique, et notamment avec les techniques de l'information et de la communication, c'est un rapport cybernétique, dans le sens où la cybernétique est la science de la prévision et de la règle et du commande. Et là, on délègue. Et ça, c'est sur le dernier point. Je reviens au premier, qui c'était sur les typologies discursives. Ça, c'est très intéressant. Il y a une différence. Et là, c'est effectivement sur quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a des mythologies de l'intelligence artificielle, on le voit, des mythologies bleues, des mythologies de la création, de la mythologie de la divinité et de la divination, qu'avec le prompt sont complètement transformées. Il y a, dans les discours autour du prompt, il y a, comment dire, probablement quand même un désir, une prétention de maîtrise sur l'intelligence artificielle, de scientificité. Il y a toute une nouvelle rhétorique qui se forme d'un point de vue mythologique et qu'il faut étudier. Donc c'est comme, en ces cas, la matérialité de l'objet va transformer ces conditions symboliques de possibilité et vice-versa. Donc c'est vrai, c'est intéressant de voir les transformations de cette couche symbolique à partir d'une pratique très matérielle, que c'est la pratique du prompting. Mais ça, c'est une très bonne idée. Par exemple, je pense l'idée de black boxing, c'est ça, c'est en même temps une question technologique très compliquée, mais en même temps, ça des mythologies, tu vas mettre des choses dedans et la machine va... Oui, mais aujourd'hui, mon point, c'est qu'aujourd'hui, peut-être le prompt annonce justement quelque chose de différent par rapport à la rhétorique du black boxing. C'est-à-dire, oui, ça reste une boîte noire, mais quand même, vous avez une possibilité de dialoguer avec la machine et donc de suggérer certaines commandes qui,
on ne sait pas, c'est un mot magique. Donc, parfois ça marche pas. C'est de la chimie, justement, mais peut-être ça marche, parce que c'est un pacte. C'est la question de la parole efficace, non, comme un pacte avec la nature, et non pas comme commande à la nature. Et donc, je pense, bon, il faudrait réfléchir un peu sur cette nouvelle mythologie. Voilà. Merci Albert. Comme vient de le dire Frédéric, on a plein de suggestions et on pourrait parler pour des heures, mais je porte attention sur la dernière question que je posais justement le quantique. Ça m'a beaucoup fasciné parce que justement, du point de vue du regard des écritures, on y voit tout de suite des couches d'annonciation différentes. Donc on le voit de manière vraiment immédiate. Et ça m'a fait penser justement à cette question de l'efficacité que tu as évoquée, non? Le fait que le prompt doit être efficace. Il se doit d'être efficace, sinon on en cherche un autre parce que justement la finalité c'est son efficacité. Et quand on va voir en fait comment les écritures, par exemple dans la rédaction web ou dans les écritures commerciales qui doivent être commercialisées, mais ce sont des écritures qui se doivent efficaces. Donc le système de tagging, donc les tags qui doivent faire remonter les écrits, les tags qui doivent faire remonter les images, on trouve exactement les mêmes mécanismes, mais appliqués à d'autres objets, c'est-à-dire les objets écrits qu'il faut rendre. Les écrits médiatiques, les articles, la presse, et notamment la presse et les players, donc ceux qui font de la visibilité, donc de l'efficacité de l'écriture, leur propre, disons, source d'existence. Et donc, quand tu disais ça, ça me revient, cette histoire de l'efficacité, je me dis, est-ce que finalement, cette question du prompt, on parle de tous. C'est ce qui est visible, ce qui est là, ce qui est là, qui m'a fait un peu penser, désolé pour parler, à la forme collectiviste quand on a une pâte à biscuit qu'on ne sait pas utiliser, en fait, on prend des formes. Après, derrière des résidus, on les remet dans la machine, voilà. Et donc, cette histoire du prompt, finalement, ce n'est pas une sorte de recherche disparate de certitude matérielle, de but, de certitude matérielle, et quand on met un peu les deux paradigmes que tu me disais, et qui finalement ne ramène pas la technologie à son objectif primaire. En fait, il faut que ça marche. Donc, moi, la question qui repose sur cette réflexion que tu m'as suggérée, c'est finalement, est-ce que dans cette construction d'outils de médiation qui s'interposent entre cette immensité de données, cette incertitude d'usage, finalement, on n'a pas un foisonnement, comme tu disais, Frédéric, de bulles de certitude matérielle qui, par approximation ou par voisinage ou par, je ne sais pas, par tentative, tente de ramener finalement la technologie à ce pourquoi elle a été faite, c'est-à-dire à l'attente de la technologie elle-même. Ça marche. Je pense que oui, mais il le fait d'une manière bizarre. C'est-à-dire, si tu prends l'histoire de la notion de parole efficace, il y a deux traditions. Il y a la tradition thomiste, qui est une tradition de l'efficacité matérielle. Bon, Thomas, c'était un peu plus compliqué, mais... Et tu as la tradition occamiste, qui est une tradition de l'efficacité par pacte, le pacte entre Dieu et les hommes. Or, dans le cas du prompt, ce n'est pas une efficacité comme dans le code, que c'est une efficacité directe, une efficacité causale, mais c'est une efficacité par pacte. Pourquoi? Parce que nous, on ne peut pas connaître jusqu'au but les intentions de la machine. Comme dans le cas de la version occamiste de la parole efficace. Et d'ailleurs, c'est très intéressant l'exemple que tu as donné sur l'optimisation de l'indexation de pages. Pourquoi? Si tu prends n'importe quel manuel d'introduction à l'indexation, à l'optimisation de l'indexation de pages web, on te dit, nous, on ne connaît pas comment ça marche l'algorithme de Google parce que c'est trop compliqué. Mais
on peut supposer qu'en faisant un pacte avec l'algorithme, donc en suivant les suggestions qui sont données par Google lui-même, là où on va lire la page sur comment bien indexer l'image, alors ma parole, donc en ces cas mon langage HTML, c'est plus efficace. Alors ce qui change, c'est justement ça. C'est-à-dire classiquement dans mon rapport avec la technique, j'avais, merci parce que ça m'aide à réfléchir en effet, mais classiquement dans mon rapport avec la technique, j'avais instauré avec la technique un rapport de efficacité causale. Là, par contre, je suis en train d'instaurer un rapport d'efficacité pacte. Donc, je ne peux pas connaître et pénétrer l'intention de la machine jusqu'au bout, mais je peux te suivre, par exemple, en te donnant les bonnes instructions, en espérant que cette parole soit efficace. D'ailleurs, je reviens sur ça, juste dans les manuels, par exemple, de rédaction web ou d'optimisation de référencement naturel ou professionnel, etc., le standard d'une écriture efficace, c'est un secteur qui revient tout le temps. Oui. Donc, la question de l'efficacité, c'est vraiment une question, à mon avis, hyper importante, parce que ça met à la fois, disons, sur la table l'attente, mais aussi l'outil, la méthode. Mais qui s'est fait justement sur une base d'incertitude. C'est une efficacité qui s'est faite sur une base d'incertitude. Et dans le cas des images, c'est intéressant, comme je le disais avant, parce que c'est une incertitude sur une autre incertitude, qui est l'incertitude de l'image. Hein, et donc, c'est une incertitude de redoubler, en fait. Ça, c'est très intéressant, en fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 17 heures, mais Georges. Georges, oui. Très intéressante. En français, c'est un peu limité. Alors, le mien aussi. Question de l'incertitude comme pour un artiste, c'est quelque chose de très intéressant. C'est un paradoxe peut-être parce que ça devient un outil de découverte. J'ai pas le mot en français, predictable. Non, même chose. Oui. Les artistes comme moi qui travaillent avec la code de programmation, on arrive beaucoup de fois à des résultats qui sont predictable. Avec Midjourney et Stable Diffusion, tout d'un coup, on a une situation où on écrit un prompt et on a une idée de ce que ça va donner, mais ça nous donne quelque chose vraiment différent. Et cet espace entre predictability et découverte de l'incertitude, ça devient un outil assez créatif, assez intéressant. Oui. Ça va si je réponds en français ou préférez en anglais? Et c'est ça, la différence, c'est justement ça entre c'est une différence d'usage, c'est-à-dire que l'artiste arrive à valoriser l'incertitude de la réponse. C'est-à-dire que l'incertitude n'est pas mal en soi. Hein. Je ne suis pas en dire non, il faut réduire l'incertitude. Je dis que dans l'activité de l'artiste, l'usage et l'incertitude de la machine fait qu'on puisse en sortir de la nouveauté. Tandis que voilà, la rhétorique qu'on a par contre du prompt, non pas dans des domaines artistiques, mais des domaines plutôt du travail entre guillemets classique, c'est de réduire cette incertitude. C'est-à-dire, il y a c'est deux choses très différentes. On ne veut pas l'incertitude, on veut la maîtriser, on veut maîtriser la machine, on veut que la machine fasse ce que je lui demande. Mais ce n'est pas le cas de l'artiste. L'artiste, on fait parler la machine, on lui laisse de la marge de manœuvre. Et c'est ça qui crée. Et ça, je le trouve tout à fait fascinant parce que ça revient. Bon, il est parti, mais la question, voilà, quand on parlait avant de la mécanisation de l'alphabet ou la mécanisation. La question qu'à l'alphabet, on peut faire ce qu'on veut. Ça dépend des usages. Et pareil, c'est pour la machine. C'est-à-dire que la machine, pour être utilisée de manière fonctionnelle, et en ces cas, on a peur de l'incertitude et on essaye de la réduire. Et il y a des domaines dans lesquels on doit la réduire. C'est-à-dire que si on parle de la greffe des cœurs ou si on parle des aides pour ma famille, etc. Moi, je ne veux pas qu'il y ait de hasard ou au pire de biais. Mais dans le domaine artistique, non. Donc, ça dépend des usages. Cette acceptation ou non-acceptation de l'incertitude.
Il y avait le cas à New York de l'avocat qui utilisait Oui, 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 exactement, je sais. pour avoir, Oui. et il a reçu des informations qui n'étaient pas réelles du tout. Oui. En fait, j'ai suivi l'épisode, mais il y a des dizaines d'épisodes comme ça. Merci beaucoup. Alors, on va clôturer cette séance en faisant encore une fois, merci à Alberto et à vous toutes et tous.